Yvan de la Lucarne Ariane. Bienvenue dans ce 3e et dernier épisode de notre série de 3 podcasts consacrés au contrôleur général des lieux de privation de liberté, intitulé « Le travail en prison, vers où va-t-on ?» Nous retrouvons Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, et Marie Goicoechea, contrôleur, pour poursuivre nos échanges. Durant cet entretien au studio Orphée avec Dominique Simoneau et Marie Goicoechea du CGLPL, les questions ont été posées par les personnes détenues. Pour des raisons légales, leurs voix ont été supprimées et réenregistrées. Ce podcast est produit au studio Orphée, studio d'enregistrement de la Lucarne Ariane implanté au centre pénitentiaire de Fresnes, qui salarie et forme des personnes détenues en tant que techniciens son studio dans la production d'audiobooks et de podcasts, et qui accompagne ces personnes à la préparation de la sortie et à la réinsertion professionnelle. Que pensez-vous de l'état actuel du travail pénitentiaire dans les établissements pour peine, tant en termes d'accès réel des détenus à une activité, de diversité de qualité des postes proposés, que des conditions de travail, de rémunération et de reconnaissance des compétences acquises? Bon, déjà du travail, il n'y en a pas assez. C'est le premier constat. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent en prison, ou en tout cas qui ont la possibilité de le faire, ou de se former. Moi, j'étais partie d'un espèce de cliché au départ quand j'ai commencé à travailler sur le travail en prison. Je croyais qu'en établissement pour peine, on pouvait travailler, et en maison d'arrêt, c'était beaucoup plus compliqué. Ce que j'ai compris en regardant un petit peu dans chaque rapport du CGLPL, en faisant un peu des études comme ça, c'est qu'en fait, en établissement pour peine, il y avait une telle variété aussi d'accès au travail, c'est-à-dire qu'on peut être en établissement pour peine, faire une longue peine, et il y a 10% de personnes qui travaillent. Et ça, je l'avais même pas admis. Je pensais que vraiment, il y avait une majorité de gens qui travaillaient dans les établissements pour peine. Et que c'était un peu le but même d'ailleurs. Pas du tout. En fait, il y a une fourchette hyper étendue. Il peut y avoir entre 10% et 70% de gens qui travaillent en centre de détention ou en maison centrale. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un problème majeur. Le travail, il apparaît toujours dans ce contexte de manque d'offres de travail comme un privilège. Ce sont des privilégiés qui ont accès au travail. Un privilège qui n'en est en réalité pas vraiment un, parce qu'il n'y a pas de... Moi, j'ai fait du droit social. J'ai étudié ce que c'est le droit du travail dans le droit commun. C'est comme ça que je suis arrivée au CGLPL d'ailleurs, parce que je me suis posé la question, mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes détenues ? J'ai compris rapidement qu'il n'y avait pas de droit du travail qui était le même que celui à l'extérieur. Et donc, il y a une forme de droit social qui se réforme très lentement, mais qui, voilà, depuis 2022, il y a encore des choses qui ont changé, mais en réalité, je sais très bien que l'impact, il est minime. Hein. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de congé payé, il n'y a aucun relais quand il n'y a pas de boulot. Moi, une des choses qui me marque le plus, c'est que c'est vraiment un travail extrêmement flexible qui ressemble au travail le plus précaire à l'extérieur. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de travail, on n'est pas appelé, puis on n'a pas de rémunération, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va être rappelé. Enfin voilà, il y a une vraie fragilité de la relation de travail qu'on n'observe pas à l'extérieur, ou qu'on observe dans les secteurs les plus précaires. Donc c'est ça qu'on peut dire déjà sur le travail pénitentiaire. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, il n'est pas assez protecteur des droits, il n'est pas assez payé. Comment est-ce qu'on peut épargner quand on travaille en prison ? On ne peut pas, parce qu'en réalité, le travail, c'est ce qui permet à minima de subvenir à ses besoins, mais du quotidien. En réalité, on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses que ça. Les sommes qu'on reçoit, j'allais dire les salaires, mais en fait, c'est plutôt des rémunérations, c'est pas vraiment quand on n'est pas salarié. Donc voilà, il y a plein de choses qui maintiennent à distance le travailleur détenu du travailleur libre, et qui ne prépare pas à la sortie en réalité. Là-dessus, pour moi, il devrait y avoir... voilà, on sait qu'on est en prison, c'est pas tout à fait la même chose. Le cadre n'est pas le même, mais je vois pas qu'est-ce qui peut s'opposer à ce qu'il y ait des garanties qui soient équivalentes à l'extérieur. Alors, souvent, le grand débat, c'est toujours le même. Si on commence à bien payer, si on commence à donner des droits, si on commence à donner des congés payés, si on commence à donner du chômage, il n'y a personne qui viendra donner du travail aux détenus. Malheureusement, c'est vrai. Vous pensez quoi des grandes marques qui font travailler des détenus dans des ateliers ? C'est qu'ils ne s'en vantent, ils devraient s'en vanter. Et pourquoi ils ne s'en vantent pas ? Moi, j'arrête pas de leur demander, là j'ai demandé à L'Oréal, puisqu'on est entre nous, nous on nous dit toujours, surtout tu dis pas les marques. Donc là j'ai parlé à quelqu'un de chez L'Oréal. Je lui ai dit, mais pourquoi vous vantez pas, vous qui êtes soi-disant une entreprise sociale, pourquoi vous vous vantez pas de faire travailler les détenus ? Je dis, soit vous avez honte du salaire que vous versez, soit vous avez honte que ce soit des détenus, mais il y a un gros problème, c'est débile de votre part. Et puis c'est quand même
assez méprisable, finalement, de leur part. Et donc, j'en suis là, parce que là, je dois les rappeler. Parce qu'ils m'ont dit que non, mais qu'ils comprenaient, que si ça se trouve, ils allaient... que ça les étonnait beaucoup qu'ils s'en vendent pas, enfin, la fille à qui j'ai parlé, qu'elle allait voir avec ses patrons. Puis là, je revois quelqu'un d'autre, auprès de qui je vais plaider cette cause en disant... Vantez-vous de faire ça. Vous vantez bien de réparer les visages, etc. C'est quand même... lancez-vous. Effectivement, c'est quelque chose qui est très choquant. Mais c'est vrai que là, il y a avec le droit du travail pénitentiaire, eh bien, il y a des concessionnaires qui ont commencé à partir. Ils préfèrent aller dans les centres... d'aide par le travail. Ah, les ESAT, ouais. Peut-être quand même préciser, pour les gens qui ne savent pas, que quand même cette rémunération, aux ateliers, c'est 45% du SMIC horaire, le salaire minimum, et quand on travaille au service général, donc à l'entretien de l'établissement pénitentiaire, c'est entre 10% et 25% du SMIC horaire. Que pensez-vous de l'absence de droits syndicaux offerts aux personnes détenues ? Et ça aussi, c'est super intéressant et je trouve que c'est un lien de manière générale à l'expression dans les lieux de privation de liberté. Là, on vient de sortir un nouvel épisode du podcast qui s'appelle « Se faire entendre », en lien avec un rapport qu'a fait le CGLPL qui s'appelle « La parole des personnes privées de liberté ». Et on s'intéresse justement à comment est-ce qu'on fait pour défendre ses droits, comment on fait pour se faire entendre. Et le droit syndical, c'est vraiment ça fait partie des droits qui n'a pas du tout été envisagé par la réforme. Mais de manière plus générale, le droit d'association. Il pourrait y avoir des choses super intéressantes qui pourraient se faire dans les établissements pénitentiaires, mais il y a quelque chose qui est très mal vu sur le fait de créer une association de détenus. Il y a des pays qui le font, il y a des pays où il y a des associations de détenus qui... En Allemagne, j'ai rencontré le représentant syndical des détenus de la prison. Alors vous avez raison de dire ici c'est vous, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a tout un tas de stratégies alternatives qui se mettent en place de manière un peu naturelle, c'est-à-dire que le droit il n'existe pas, mais en fait de fait il y a comme des leaders qui vont se mettre en place un peu naturellement pour devenir les porte-parole de leurs co-détenus ou de leurs co-travailleurs ou de leurs co-stagiaires en formation. Mais tout ça c'est trop flou pour être satisfaisant, c'est-à-dire que c'est pas protecteur ça. C'est des gens qui prennent des risques, en fait, de l'ouvrir, en fait. Et ça, c'est pas... Pour nous, c'est insuffisant. Je pense que l'enfermement, il cumule ça. C'est-à-dire que le droit syndical, déjà, c'est un sacré combat à mettre en œuvre dans le monde professionnel à l'extérieur. C'est déjà des gens qu'il faut protéger parce qu'ils ils parlent à la place des autres. Alors imaginons dans un lieu d'enfermement, où là, le rapport de pouvoir, il est tellement différent. On revient sur le travail, mais c'est pas une relation qui en fait, c'est une relation qui est un peu incomparable avec l'extérieur. L'employeur, là, c'est l'administration pénitentiaire. C'est l'employeur et c'est celui qui enferme. Je pense aux commissions discipline, c'est un peu la même chose, c'est l'espèce de cumul de rôles qui se met en place dans les établissements pénitentiaires où je suis celui qui enferme, celui qui réinsère, mais aussi celui qui juge au sein même de l'établissement pénitentiaire. Mais c'est ce qui m'avait marqué à l'extérieur, c'est que je me disais, mais voilà, quelqu'un qui fait quelque chose à l'extérieur, dont son employeur n'en saura jamais rien, et sauf que là, il y a un cumul, en fait, on parle un peu de... Là, c'est un peu l'employeur omniscient, qui voit tout. Que pensez-vous de l'existence du studio Orphée au centre pénitentiaire de Fresnes ? Avez-vous déjà vu ce genre d'initiative ailleurs en France ? Alors moi, c'est la première fois que je vais dans un studio comme ça, où vous êtes salarié d'une structure, etc. Je trouve ça génial, évidemment. Le seul autre exemple que j'ai eu, c'est une session de formation à la radio, où ils avaient installé dans un centre pénitentiaire un studio un peu mobile, et ils avaient pu faire une émission de radio, mais rien ne pouvait sortir. Ils étaient formés au métier de la radio, l'animation, la technique, etc. Mais ils savaient que ça allait pas pouvoir sortir. Et moi, c'était marrant parce que c'était un moment où je les enregistrais. Donc je leur avais dit, si, en fait, ça va sortir, indirectement. Mais voilà, c'est le seul exemple que j'ai eu. Moi, j'en ai vu dans un centre de détention une unité de vidéo pour le canal interne, toujours. Mais ils invitaient des tas de gens connus, moins connus, des journalistes, des pas journalistes, à venir parler avec les détenus. C'est un très bon souvenir de ma vie de journaliste.
ces journées passées dans ce centre de détention. Le directeur, il était cool, il m'avait laissé seule avec les détenus pendant des heures. Je ne sais pas si ça se fait encore là-bas où j'étais, je ne sais pas. En tout cas, j'en garde un très bon souvenir, je ne l'oublierai jamais. Et il y avait des gens de la télé qui venaient. Parce que moi, je suis journaliste de papier, on ne nous connaît pas du tout, mais les journalistes de télé et des gens célèbres, des journalistes célèbres, et qui, sans se vanter, ça j'avais trouvé ça assez sympathique, sans se vanter à l'extérieur, mais je pense pas que c'était par honte ou non, c'était parce que je pense que c'était un truc qu'ils faisaient à côté et qui venaient bavarder, discuter régulièrement. C'était pas mal, je trouvais, mais je sais pas si ça existe encore. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, là, je regarde autour de moi le matériel que vous avez, ce sur quoi vous vous formez. Enfin, j'ai plein de questions à vous poser, en fait. Parce que moi, je suis très récente aussi dans ce monde-là de la radio, de la technique. Et puis, bon, je sais faire une partie des choses, mais il y a plein de choses que je ne sais pas du tout faire. Je pense au mixage, qui est un autre monde encore. Et je trouve ça vraiment génial. Enfin, je trouve ça génial que dans une prison, en plus dans cette prison-là, si vieille, si vétuste, si peu moderne, on se retrouve quand même avec un studio là équipé. Ouais. Alors c'est de la faute de Dominique Simoneau en réalité. C'est elle qui m'a embarquée là-dedans. C'est elle qui a eu l'idée, comme je disais tout à l'heure, de donner la parole directement en fait aux personnes qui sont dans les lieux de privation de liberté, parce que c'est déjà notre travail d'écouter cette parole-là en fait. Nous, notre travail, c'est de passer du temps dans les lieux, d'écouter beaucoup. On fait vraiment beaucoup ça, hein. On pose des questions, on est un peu des intervieweurs en permanence en fait. Donc là, la seule différence, c'est qu'on a tendu un micro et qu'on s'est dit, là, cette parole, on va l'enregistrer, puis elle va pouvoir sortir, et bon, on va pouvoir faire une série documentaire sur ce qu'on voit. Donc c'est une série qui s'appelle Les Enfermés. Elle est sortie au mois de novembre 2025. Et c'est vraiment une approche documentaire, c'est-à-dire qu'elle est divisée en 7 épisodes, 8 même. Il y a un prologue qui explique qu'est-ce que fait le CGLPL, qui on est, pourquoi est-ce que nous, on peut aller dans ces lieux, quelle est notre mission, notre démarche, quel est notre cadre juridique aussi, quelles sont les lois qui font que nous, on existe en France et que notre travail, c'est d'observer ces conditions d'enfermement. Et ensuite, on a décidé de faire un espèce de déroulé de la privation de liberté un peu chronologique. Déjà, on s'est rendu dans des lieux qui sont très différents, qui sont les prisons, les hôpitaux psychiatriques et les centres de rétention administrative, les CRA. Souvent, les gens disent « Ah, c'est le contrôleur des prisons ». Mais en réalité, c'est le contrôleur des lieux de privation de liberté. Il y a beaucoup de lieux d'enfermement. Et on est compétent pour tous ces lieux d'enfermement, qu'ils soient de court ou de long séjour. Alors là, pour ces tournages, on s'est dit, bon, on va prendre des lieux un peu de longue durée. Donc on a les centres de rétention administrative où on peut être jusqu'à 90 jours. Les hôpitaux psychiatriques, on peut rester vachement de temps aussi. Et puis les établissements pénitentiaires où, comme vous le savez, on peut rester entre quelques semaines et parfois des années. Donc on s'est dit, on va aller tourner dans ces lieux-là différents. Et on a fait 12 établissements qu'on ne nomme pas dans le podcast, parce que notre démarche, c'est pas de dire ici ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça, ou ici ça dysfonctionne, ou cette personne-là, elle nous parle de cet endroit, mais c'est de parler de la privation de liberté de manière générale. C'est-à-dire qu'en écoutant le podcast, on a une idée plus précise de ce que vivent les gens à l'intérieur. Et c'est pas que les gens enfermés, c'est aussi les professionnels, les intervenants, les familles, qui finalement ont tous un lien avec l'enfermement. Et donc, il y a ce prologue sur le CGLPL, et puis après on entre dans le lieu de privation de liberté, donc un épisode sur l'arrivée, un épisode ensuite qui est le seul qui ne parle que de prison, qui s'appelle Entre quatre murs, qui insiste beaucoup sur la surpopulation carcérale, parce que ça nous paraissait tellement évident qu'il fallait donner du temps et de la voix à ce sujet-là, qu'on a consacré vraiment un épisode à la cellule. Un 3e épisode sur, justement, quand on sort de la cellule ou de la chambre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a accès à des activités ? Où est-ce qu'on peut marcher ? Où est-ce qu'on peut prendre l'air ? Qu'est-ce qui fait que, des fois, ça n'existe pas, ces endroits-là, alors qu'ils sont tellement nécessaires ? Ensuite, on parle des... Alors là, c'est un peu l'épisode qui fait le plus de bien, j'ai envie de dire, parce que alors ensuite, la suite, c'est la mise à l'écart, l'isolement, qui est une question super importante. On peut être mis à l'écart ou isolé dans tous les lieux que je vous ai cités, en prison, au QD, au QI, quartier disciplinaire, quartier d'isolement. En psychiatrie, on peut être enfermé dans une chambre d'isolement et parfois attaché. C'est le cas dans la plupart des hôpitaux psychiatriques en France aujourd'hui. Les centres de rétention administrative ont aussi des cellules de mise à l'écart. Donc voilà, cet isolement, il existe partout et on s'est dit, voilà, ça c'est une privation de liberté. Dans la privation de liberté, il faut qu'on fasse un épisode là-dessus.
Ensuite, quelque chose sur les liens familiaux, qu'on a appelé ouverts au public. Pas que familiaux d'ailleurs, mais en gros, comment l'extérieur peut aussi venir dans les lieux d'enfermement et dans quel cadre. Et un dernier épisode sur la sortie. Voilà. Qui est un peu le sens de tout ça. Il faut un studio Orphée par prison, moi je crois. Je me permets d'intervenir dans ce podcast pour dire que c'est un dispositif qui s'appelle l'atelier chantier d'insertion qui n'est plus financé. Aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles, en tout cas dans les politiques publiques du ministère du Travail, l'ouverture de postes en atelier chantier d'insertion est fermée, quoi. Donc ils suppriment des postes. On a eu des postes qui ont été supprimés sur notre structure à Paris, malgré nos très bons taux de réinsertion et retour à l'emploi. Et du coup, il n'y a plus d'ouverture de postes en chantier d'insertion pénitentiaire nulle part en France. Donc, ça ne fait pas partie des politiques publiques à venir. Donc, on ne peut pas ouvrir de studio Orphée ailleurs. Bah voilà, ça me désespère. On gardera peut-être pas cette partie-là. Bah en fait, si, c'est vachement intéressant. Je pense à un autre studio qui faisait pas du podcast, mais qui est le studio du temps de Nicolas Frise à la prison de Saint-Maur, qui a fermé. Nicolas Frise est le parrain de la lucarne Ariane, pour info. Voilà. J'attendais que quelqu'un en parle. Qu'on en parle, évidemment. D'ailleurs, quand on avait commencé à travailler sur le travail pénitentiaire, on s'était intéressé à cette structure, parce que là, pour le coup, était la question du respect des droits des travailleurs était hyper au centre du projet. C'est-à-dire que le projet ne se serait pas mis en place si on ne payait pas décemment et qu'on ne donnait pas des jours. Enfin voilà, qu'il y avait vraiment un travail qui était peut-être une des seules structures qu'on avait vues jusque-là, qui vraiment prenait en compte et essayait de rapprocher le plus possible des travailleurs à l'extérieur, les opérateurs qui étaient là. Il y avait à Poissy aussi le patron qui fait de la fibre optique. C'est ça, je pense qu'il y a eu des initiatives comme ça où on a pris conscience qu'en fait on pouvait faire mieux que ce qui était proposé par le droit minimum en prison. Et il y a eu d'ailleurs sur France Culture il n'y a pas longtemps un documentaire sur le studio du temps là, de Nicolas Frise à Saint-Maur qui est passionnant. Là, c'est un public très longue peine. C'est magnifique. Et vraiment, eux, en plus, donc ils faisaient de la numérisation d'archives de l'INA. Et en fait, ils s'étaient tous aussi formés à la création sonore. Et ça, c'était magnifique. Parce qu'en fait, ils créaient des trucs acoustiques pas possibles. Ils créaient de la musique, ils créaient des ambiances sonores. Je suis allée à un concert là-bas. Là, il y avait une dimension artistique et poétique, en plus, de ce qu'ils faisaient. Et ils n'avaient plus du tout le sentiment d'être en prison. Bien sûr qu'ils y étaient, et puis pas qu'un peu, puis depuis longtemps, et potentiellement pour longtemps encore. Mais là, il y avait une espèce d'échappée possible avec ça. Et vraiment, je pense que faut qu'on écoute ce genre de choses, ça existe. Malheureusement, ce studio-là n'existe plus. Évidemment qu'il faut qu'on valorise ces endroits. Là, on a le sentiment d'être ailleurs, quand même. Enfin... Moi, j'ai été, d'abord, super heureuse de venir. J'étais contente quand vous m'avez invitée. Et je suis encore plus contente en repartant parce que c'est un endroit... mais on est hors de la prison ici. Et je comprends que ça vous plaise. Et puis, ça fait tellement plaisir de savoir que vous vous formez, vous apprenez quelque chose, que ça a l'air de vous plaire, que c'est quand même super. Le métier du son, c'est un métier d'avenir, je crois. Donc, et puis, merci de votre accueil et de vos questions. Toutes très pertinentes, je trouve. On espère avoir répondu. Et toi, Marie ? Je trouve que la radio, le son, ça fait partie des choses, des médias les plus sensibles, en fait, qui permettent de dire tellement de choses sans spécialement avoir besoin de l'image. Et je trouve que d'avoir installé ce studio ici, là, dans ce lieu fermé, comme une petite bulle, je trouve ça très émouvant. Quand j'ai appris qu'il y avait un studio au sein de la prison, la première chose que je me suis dit, c'est la classe. La classe d'avoir mis ça en place. Et longue vie au studio Orphée. Et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci pour votre invitation.